On va continuer avec la deuxième partie de la journée du cloud. Donc, ça pas encore fini. Il y en a encore beaucoup d'autres sessions qui attendent, notamment celle-ci qui va porter, ce qui sera essentiellement focus sur Google Cloud Platform, où il y aura une séance de production sur le cloud provider GCP et également des workshops hands-on sur ça. Donc là, je vais rappeler juste quelques règles. Par défaut, les, euh, la caméra et le micro de toute l'audience est désactivé par défaut. Et à la fin, je vais faire passer un formulaire pour un peu recueillir vos avis parce qu'on en a besoin pour s'améliorer toujours. Donc voilà. N'hésitez pas à poser vos questions également dans le chat. Donc je vais les relayer au speaker. Maintenant, si c'est OK, Monsieur Ndiaye et Monsieur Fall, on peut commencer la session. Donc, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette session qui va concerner principalement le cloud de Google, organisé par le Cloud Facile pour essayer de démocratiser et évangéliser à tout ce qui concerne le cloud, principalement en Afrique de l'Ouest, mais pas que. Donc, c'est une belle initiative qui va nous permettre aujourd'hui de nous retrouver pour parler un peu du cloud de Google, du cloud en général et du cloud de Google plus spécifiquement pour cette session. J'aurai à le co-animer avec Oumar Fall. Donc, nous allons essayer de faire un bref overview de tout ce qui est Google Cloud, comment nous en sommes arrivés là, quels sont les services principaux qu'on a sur Google, un exemple d'architecture sur Google Cloud, pourquoi choisir Google Cloud entre guillemets. Et dans la seconde partie, nous allons passer par des sessions de démo, euh, de workshop pour vous montrer un peu dans la pratique comment on va passer à l'implémentation ou bien à l'utilisation de certains clouds. Je vais passer la parole à Oumar Fall pour qu'il puisse s'introduire et avant qu'on puisse démarrer la session. Merci. Merci Dame et merci Mohamed. Bonsoir à tous. Je me nomme Oumar Fall, je suis développeur mobile depuis quelques temps, c'est depuis Yamo. Et avant de démarrer la section, j'aimerais aussi remercier Amadou et Dame de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir participer à cet événement. Et je dirais, pour terminer, je dirais bienvenue à vous tous et excellente journée à vous tous. Merci. Merci, Dame. Merci. Donc, sans plus tarder, nous allons essayer de démarrer la session. Donc, la session qui va nous regrouper aujourd'hui va concerner une introduction au cloud de Google. Donc, à la présentation, ce sera Dame Ndiaye. Donc, je suis Senior Cloud DataOps Engineer, actuellement en mission à Christian Dior Couture à Paris. Et je suis consultant référent cloud de Google au sein de Micropole, une société ESN. Donc, en ce qui concerne mon background, très rapidement, je suis doublement certifié professionnel Google Cloud, soit en architecture et en data engineering. En même temps aussi, je dispense des cours à l'école polytechnique de Thiès, tout ce qui concerne introduction au cloud, au cloud en général et introduction avancée au cloud. Par rapport aussi à mon background professionnel, j'ai été en mission à Carrefour, dans le groupe Publicis, à Renault, constructeur de voitures. Dans toutes ces missions, j'ai eu à travailler sur des problématiques relatives au cloud de Google et aux problématiques relatives à l'analyse et à l'exploitation de données dans une data platform. Donc, dans notre agenda d'aujourd'hui va s'articuler autour de ces 5 points. D'abord, nous allons faire une brève introduction du cloud. Ensuite, nous allons parler du cloud de Google plus spécialement, comment on en est arrivé là, quelles sont les spécificités un peu de façon globale de Google, quels sont les produits et quels sont les services qu'il met à la disposition de la communauté et
Dans un troisième temps, nous allons essayer de proposer un exemple d'architecture pratique, comment, depuis une architecture fonctionnelle, nous pouvons développer avec les services qui sont proposés par Google une architecture qui va répondre à ce besoin fonctionnel. Et en quatrième partie, nous allons essayer de vous exposer un peu le learning path. Comment, pour quelqu'un qui veut se former sur le cloud de Google, quelles sont les possibilités de formation qui existent et quels sont les types de certifications que Google propose. Et enfin, pour un peu conclure et résumer un peu tout ce qu'on a vu, revoir à travers tous les points qu'on a eu à aborder. Pourquoi donc finalement on devrait choisir le cloud de Google au détriment des autres. Donc c'est un peu ça comment va s'articuler notre présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à interagir ou à poser vos questions sur le chat. Nous aurons le temps d'y revenir tout au long de cette session. Et donc à la fin de cette présentation qui s'articule en 5 points, dans la deuxième heure, nous allons passer au cas pratique d'implémentation sur, en quelque sorte, un tutoriel sur des exemples bien spécifiques qu'on va essayer de faire. Donc, en guise d'introduction, nous allons d'abord passer en revue un peu c'est quoi le cloud computing. Donc, c'est des éléments que vous avez sûrement eu l'occasion de voir en matinée lors des sessions précédentes. Donc, nous allons juste faire une passe. Donc, juste pour résumer, pour dire que le cloud computing se caractérise en principalement 5 points. Donc, les 5 points, le premier, ça va être la on-demand self-service, c'est-à-dire tout ce qui est accès au compute, au network et au storage en mode self-service. Le client va venir et il va directement pouvoir provisionner, réserver des services sans pour autant avoir un intermédiaire. Et ensuite, cet accès aux services, aux produits va se faire via un réseau network qui est worldwide, donc accessible partout dans le monde. Ce qui fait la deuxième caractéristique essentielle du cloud computing. Et ensuite, la resource pooling, c'est la partie infrastructure. Comment le cloud provider va provisionner toutes les ressources, va mettre à disposition les ressources à travers ses implantations data center et au niveau des régions et des zones. Et donc, ceci est assez transparent du côté de l'utilisateur. Lui, il n'a pas besoin de savoir où est-ce que exactement sont localisées les machines et les serveurs qu'il utilise. Il peut avoir une idée assez macro sur la région ou bien la zone où se trouve, mais exactement où se trouve. Il n'a pas besoin de savoir où est-ce que la ressource se trouve, comment les machines fonctionnent, comment le courant est provisionné, etc. Lui, il a juste besoin de demander une ressource, une machine et que le cloud provider va lui mettre à disposition cette ressource-là. Et il y a la rapide élasticité aussi, qui est une des caractéristiques aussi essentielles quand on parle de cloud computing, parce que l'utilisateur, il doit avoir la possibilité de pouvoir demander plus de ressources à n'importe quel moment, mais aussi une fois que la demande ou bien le besoin est passé, de pouvoir réduire la quantité ou bien le volume de ressources qu'il a demandé pour réduire un peu l'utilisation et réduire la facturation. C'est ce qui amène aussi, quand on parle d'élasticité, on parle de disponibilité. Il doit aussi être en mesure de pouvoir mesurer l'utilisation qu'il fait, c'est-à-dire de pouvoir savoir exactement pendant combien de temps il a utilisé telle ressource et combien il va payer pour l'utilisation de chaque ressource, parce que le mode de facturation ou bien le modèle économique du cloud provider fait qu'on va passer entre l'OPEX et le CAPEX, ce qui fait que l'utilisateur, il doit être en mesure de mesurer exactement la quantité et le temps d'utilisation des différentes ressources pour pouvoir payer exactement ce qu'il utilise ou bien ce qu'il a provisionné. Ensuite, une fois qu'on a un peu compris les principales caractéristiques, parce qu'il est important d'avoir une visibilité sur ces caractéristiques qui permet de séparer, entre guillemets, ce qui est cloud et ce qui n'est pas cloud. Parce que data center n'est pas égal à cloud. Beaucoup de data center n'est pas égal au cloud. Il faut impérativement avoir ces 5 caractéristiques essentielles pour qu'on puisse parler de cloud. Et une fois que c'est dit,
comment on est arrivé à cette ère de cloud, parce que l'évolution de l'informatique est passée par plusieurs étapes. Au début, en termes de stockage et en termes de ressources, on était, disons, sur des ressources physiques en colocation. Donc, on avait beaucoup d'entreprises qui se partageaient différentes ressources qui étaient stockées dans un local physique, donc qui était en location, si on peut dire ainsi, louer des ressources et les utiliser. Donc, toutes les ressources que l'on loue, on va les utiliser telles quelles. À la fin du mois, c'est exactement le même montant qu'on continue de payer. Qu'importe le fait que l'entreprise va utiliser toutes les ressources ou non. Donc, on peut louer, disons, 5 unités de ressources, si je puis dire, un peu péjorativement. Et même si l'on utilise uniquement 2 ressources, on est obligé de payer pour les 5 ressources. Ensuite, on est passé à la virtualisation, l'évolution s'y prétend. On est passé à la virtualisation des services, on est passé à, disons, un peu à tout ce qui est virtualisation des machines, virtualisation des applications, virtualisation de niveau 1, virtualisation du réseau network, des processing et des storage, qui a permis d'aller dans une seconde étape de cette évolution où plusieurs entreprises ou bien plusieurs applications, plusieurs projets peuvent partager les mêmes ressources physiques. Donc, une fois que on en est arrivé là, et 10 ans environ, une dizaine d'années après, Google et les autres cloud providers, mais Google en leader a essayé de rentabiliser ce business-là en mettant à disposition tout ce qui est containerisation et serverless pour pouvoir permettre un peu une abstraction de tout ce qui est infrastructure et permettre à des clients, qu'importe leur besoin, qu'importe leur budget, de pouvoir avoir accès à cette énorme quantité de ressources, énorme quantité de compute et de storage pour pouvoir dérouler leur projet. Et une fois que le projet fonctionne ou ne fonctionne pas, ils peuvent libérer toutes les ressources et ne pas avoir à dépenser une énorme quantité de ressources avant qu'on soit sûr de la viabilité du projet. Donc, on est passé un peu de la virtualisation à tout ce qui est automatisation et full automatisation en utilisant principalement les technologies de containerisation, entre autres. Donc, une fois qu'on a un peu vu comment on est passé un peu des infrastructures classiques en termes d'évolution aux infrastructures cloud, nous allons un peu aborder comment aussi en termes de responsabilité, comment a changé le modèle de responsabilité. Parce que quand on est en on-premise, c'est-à-dire si l'entreprise gère lui-même son infrastructure, gère lui-même ses serveurs et ses ressources, il a à charge de gérer aussi toute la partie networking, stockage, les serveurs, la virtualisation, les systèmes d'exploitation, l'applicatif et les données. Donc, c'est un peu l'architecture ou bien le scope de gestion que les entreprises ou bien les particuliers avaient à gérer quand ils étaient sur du on-prem. Donc, dans le cloud, on a plusieurs modèles. On a l'IaaS, l'infrastructure as a service, le PaaS, Platform as a Service, et le SaaS, Software as a Service. Donc, quand on est dans le cadre d'une IaaS, Infrastructure as a Service, toute la partie network, stockage, serveur et virtualisation est de la responsabilité du cloud provider, et l'utilisateur ou bien le client va gérer toute la partie système d'exploitation, middleware, runtime, data et applicatif. Donc, cette partie est sous sa responsabilité, et la partie antérieure est de la responsabilité du cloud provider qui gère toute la partie, qui va gérer toute la partie sécurité, disons, des données au stockage, la partie réseau et la partie disponibilité des serveurs et de la virtualisation. En cas de plateforme as a service, qui est aussi un autre modèle dans le cloud, l'utilisateur n'aura finalement à gérer que la partie données et la partie applicative. Tout le reste étant de la responsabilité du cloud provider, qui va, en plus de tout ce qui est stockage et network, gérer le système d'exploitation et le runtime en tant que tel. Et nous avons ce qu'on appelle les SAS, Software as a Service, qui est
disons, le modèle ultime en termes de management. Donc, c'est du fully managed. Le cloud provider se charge exactement de tout, toute l'architecture ou bien toute la palette de responsabilités, et l'utilisateur, il ne fait qu'utiliser exactement le service ou bien l'application, le software qui lui a été mis à disposition. Toute la partie application, les données, le stockage, le serveur, le réseau est de la responsabilité exclusive du cloud provider. Ensuite, cette présentation va antérieure concerner de façon générale tous les cloud providers. Et là, nous allons parler un peu du cloud provider de Google. Comment nous pouvons utiliser Google. Il faut dire que Google dispose un peu plus de 40% du réseau, du trafic réseau Internet mondial, ce qui fait de lui le détenteur du réseau le plus large au niveau mondial. Donc, partout où on se trouve, on a la possibilité de se connecter au réseau de Google avec une très faible latence, c'est-à-dire une haute disponibilité pour la plupart à tout ce qui est câble sous-marin et réseau actuel. Et c'est un réseau qui se développe à une vitesse exponentielle en termes de géographie, c'est-à-dire où se trouvent on a des nœuds qui sont créés tout le temps. On a des data centers, des régions qui sont créées à la volée à chaque fois. Récemment, en fin d'année 2022, ils ont installé un nouveau data center, une nouvelle région ici en France avec 3 zones. Et donc, Google, son infrastructure se déploie très rapidement et bientôt, nous avons de nouveaux data centers qui sont prévus d'être installés en Afrique. On a déjà un data center, je pense, qui est en Afrique du Sud et un peu sur la corne est de l'Afrique. Et donc, ils sont en train de se positionner, en tout cas partout dans le monde, à travers le réseau qui est large et leur infrastructure, leurs data centers qui sont positionnés. En termes d'organisation géographique, nous avons d'abord ce qu'on appelle communément les zones. Donc là, en termes géographiques, la zone est l'unité de mesure, disons, de situation géographique du cloud de Google. Les zones sont regroupées en régions. Donc, par exemple, on peut avoir la zone ouest de A, la zone ouest de B et la zone ouest de C. Et un ensemble de 3 zones va constituer ce qu'on appelle une région, au minimum 3 zones pour la plupart. Et ensuite, plusieurs régions vont constituer ce qu'on appelle une multirégion. Donc, c'est une infrastructure qui est disponible au niveau mondial et localisée par zone, ensuite par région et ensuite en multi-région. Et selon le besoin du client, il peut décider soit de déployer son infrastructure uniquement dans une seule zone. S'il veut tout ce qui est réplication et haute disponibilité, il peut répliquer son infrastructure sur plusieurs régions. Et s'il veut faire tout ce qui est reprise d'activité ou en cas d'indisponibilité ou bien en cas de problème majeur, il peut mettre en place il peut mettre en place des processus de reprise d'activité dans d'autres régions pour tout ce qui est au disponible. Par exemple, il y a certains entreprises qui ont une certaine criticité qui fait que ils ont besoin d'avoir leur infrastructure qui fonctionne sur plusieurs régions et selon le coût et selon les contraintes, il a la possibilité de répliquer son infrastructure sur plusieurs régions ou sur plusieurs zones. Et il y a des services qui sont disponibles uniquement en zone, des services qui sont disponibles au niveau régional et des services qui sont disponibles au niveau multirégional, donc au niveau mondial. Et ce sont des spécificités, ce sont des notions ou bien des informations qu'on va utiliser ou bien que l'expert ou bien le référent cloud va pouvoir avoir dans sa palette pour pouvoir proposer selon le besoin du client, selon l'architecture ou bien selon les spécificités, proposer une architecture qui répond spécifiquement aux besoins du client. En termes de services, en termes de fonctionnalités, Google va
remplir toutes les cases par rapport aux différents besoins des clients. Donc, on va partir de tout ce qui est infrastructure classique des machines, du compute, du stockage, aux infrastructures managées, donc fully managed, tout ce qui est serverless, tout ce qui est machine learning AI. Et donc, Google va remplir toutes les cases. Et selon le besoin, qu'importe le besoin du client, qu'importe votre besoin, vous voulez déployer une application web, vous voulez déployer une application mobile, vous voulez stocker votre base de données, vous voulez faire de l'infrastructure as a service, vous voulez faire du serverless, vous voulez stocker vos données, vous voulez faire de l'analyse en temps réel, vous voulez faire du machine learning, de l'intelligence artificielle et dernièrement de la générative AI, donc tout ce qui est chatbot, tout ce qui est ChatGPT. Google déploie ou met à disposition des services développés et éprouvés pour pouvoir répondre aux besoins. Et derrière, ils ont une infrastructure qui est théoriquement infinie et qui permet de répondre à tout ce qui est monté en charge et aux disponibilités. En termes de services et produits, toujours, si on veut les regrouper en catégories, il y a tout ce qui concerne la partie compute, donc processing, la partie stockage et base de données, la partie network, la partie gestion des identités et des services, qui est un point très important parce que on a tendance à réfléchir en termes de sécurité quand on va vers le cloud, et Google, en tout cas, essaie de rassurer autant que possible le client en lui mettant à disposition des fonctionnalités qui vont lui permettre de gérer de gérer à l'état fine graine, disons, tous les accès et toutes les autorisations des clients. Ensuite, la partie intelligence artificielle AI, donc la partie big data, la gestion aussi du monitoring de l'observabilité, l'internet des objets et le transfert des données si on veut migrer vers le cloud en étant sur du on-prem, si on veut migrer vers le cloud depuis un autre cloud provider. Google remplit toute cette palette de données pour offrir aux clients toute la sécurité et toute disons tous les services à l'état de l'art pour répondre à ces problématiques-là. Si on va un peu plus en détail sur les différents services, là, on va juste essayer de présenter quelques services à la volée qui pour des catégories différentes. Donc, quand on va parler de compute, donc Compute Engine, c'est le serveur classique qu'on a, la machine virtuelle, disons. App Engine, c'est pour déployer des applications mobiles ou bien des backends pour pour des API, Kubernetes Engine pour qui est le service Kubernetes customisé et optimisé par Google pour répondre à des problématiques Kubernetes ou bien containerisation classique. Des GPU, Google met à disposition des services de compute GPU, TPU pour tout ce qui est calcul à haute fréquence, Cloud Function pour des functions as a service qui correspond au Lambda Function sur, par exemple, le cloud de Amazon. Nous avons aussi Google a aussi une capacité ou bien des options d'optimisation de conteneurs, de système d'exploitation des conteneurs. Tout ce qui est Cloud AI, donc la palette elle est assez large, Cloud Machine Learning Engine, Cloud Vision AI pour tout ce qui est analyse de vidéos ou analyse d'images, extraction de texte ou bien extraction de sentiments sur des images, Cloud Speech to Text qui est un service de conversion de vocaux vers du texte et vice versa aussi, texte vers de l'audio. Cloud Video Intelligence et API aussi qui permet de traiter tout ce qui est vidéo en machine learning, Cloud AutoML qui a un ensemble de modèles déjà pré-entraînés pour répondre à la plupart des problématiques classifiées. Donc Cloud Natural Language API qui va faire du NLP.
Translation API qui va faire de la conversion, de la translation d'une langue à une autre, Cloud Jobs AI. Donc, Cloud Text to Speech, donc j'avais parlé tout à l'heure du Speech to Text, Cloud Dialogflow Enterprise Edition qui va faire du chatbot déjà pré-entraîné pour faciliter la mise en service d'un chatbot pour différents use cases. Donc, pour la partie Big Data Analytics, nous avons du BigQuery pour la partie OLAP. Nous avons du Cloud Dataflow pour la partie traitement de données en batch et semi-batch et quasi semi-temps réel. Cloud Data Pro qui est une customisation de Spark dans le cloud de BigQuery. Cloud Data Prep qui est un service drag and drop pour faire de l'ETL, extract, transform et load. Cloud Composer qui va permettre un peu de faire de l'orchestration, qui est une customisation un peu de Airflow, qui est un outil open source aussi. Cloud Data Lab pour permettre un peu de faire de l'exploration de données. Cloud Observe pour faire du temps réel. C'est un peu l'équivalent de Kafka. Génomique pour tous ceux qui vont travailler sur des données de santé, Data Studio pour de la partie visualisation. Identity and Security pour la partie management de tout ce qui est Identity and Access Management, donc Cloud IAM, Cloud Resource Manager, la partie Key Management Sécurité pour les clés de sécurité, pour la partie aussi Data Loss Prevention pour prévenir tout ce qui est perte de données, Cloud Identity Aware Proxy, Security Key Enforcement. Donc, la palette sécurité, elle est assez aussi fournie pour pouvoir aider le client dans ses problématiques et le conforter. Nous avons aussi pour la partie data transfer, donc transfer appliance et transfer services qui vont permettre d'aider le client dans tout ce qui est transfert de données et transfert d'applications, transfert d'infrastructures on-prem vers le cloud de Google ou bien depuis un autre cloud vers le cloud de Google. Il faut aussi noter que Google a cette particularité d'offrir l'ensemble de ses services et pour la plupart qui se basent sur des solutions open source, ce qui permet aux clients de ne pas être forcément cloisonnés ou bien mariés à vie avec Google. C'est-à-dire Google propose des services qui derrière fonctionne sur du open source et qui permet au client, le jour où il ne voudra plus utiliser Google, mais il voudra retourner sur sa propre infrastructure. Il y a juste une réactualisation à faire sur son code, mais le cœur du code ne change pas parce que derrière, c'est du Airflow, derrière, c'est du Dataflow, derrière, c'est du Spark. Donc, c'est des solutions open source qui ne sont pas forcément en relation directe avec Google, mais qui sont gérées par la communauté. Donc, pour tout ce qui est management tools qui est devenu maintenant Stackdriver, qui est devenu maintenant Operation, monitoring des applications et des pipelines, la partie logging, error reporting, Google Trace, Google Debugger, tout ça, c'est des services gratuits que met à disposition Google pour monitorer son infrastructure, monitorer sa plateforme. Google met même à disposition des plugins pour pouvoir joindre ou bien récupérer des logs qui sont dans d'autres infrastructures, dans d'autres clouds et les centraliser dans le cloud de Google. Donc, Stackdriver et tous les services qui tournent autour pour pouvoir permettre de monitorer sa plateforme. Donc, Cloud Billing aussi pour pouvoir monitorer les coûts, mettre en place des alertes anticipées, c'est-à-dire pour ne pas se retrouver un jour avec des factures qui vont exploser. Pour la partie networking aussi, donc il y a la partie VPC, Virtual Private Cloud pour la gestion de tout ce qui est réseau, la partie Cloud Load Balancing, la gestion des adresses IP, external et internal, les routeurs, un Dedicated Interconnect qui est un réseau dédié pour pouvoir mettre en réseau
notre cloud ou bien notre infrastructure cloud avec une infrastructure en on-prem par rapport à des problématiques de sécurité qu'on peut avoir. Cloud DNS aussi que Google met à disposition pour tout ce qui est DNS. La partie VPN aussi, partenaire interconnect pour des réseaux privilégiés entre Google et un partenaire qui a une infrastructure data center qui est déjà en place, Cloud Armor, pour la partie protection de notre infrastructure contre des attaques DDoS ou autres attaques sur le réseau. Donc, c'est un ensemble de services que Google met à disposition. C'est des services et produits qui sont pour la plupart, dans ce cas-là, payants, mais avec une facturation qui est assez abordable pour permettre aux clients et permettre à tous les rôles qui existaient en on-prem de pouvoir se retrouver dans le cloud. Donc, un ingénieur réseau va pouvoir se retrouver avec un poste dans le cloud en gérant toute la partie réseau. Et toute cette partie-là, elle est logique, c'est-à-dire on n'a pas à gérer carrément des serveurs ou bien mais la configuration et le monitoring va être largement facilité pour permettre à l'entreprise ou bien pour permettre au projet de pouvoir se focaliser beaucoup plus sur la finalité, sur son produit que sur la partie technique. Et pour les développeurs, ils ont aussi mis en place un ensemble de tools qui va leur permettre un peu d'interagir avec l'infrastructure cloud. Donc Cloud Tools, Cloud SDK, qui est un peu un software développeur pour pouvoir interagir avec le cloud, avec un ensemble d'API qui sont déjà développés pour interagir avec les différents services que je viens de citer. Cloud Deployment Manager, qui est un peu, disons, le déploiement qui ressemble un peu plus à Terraform pour ceux qui ont déjà fait qui ont déjà déployé qui ont déployé leur infrastructure avec du Terraform ou bien du Pulumi ou bien Ansible. Donc, Cloud Source Repositories qui va permettre de gérer tout ce qui est repository, donc les branches, un peu du Git, mais pas autant développé, mais qui a encore de l'avenir devant lui. Maven App Engine plugin pour gérer les dépendances Maven. Donc Cloud Visual Studio, Cloud Container Registry pour avoir sa repository de gestion des images Docker dans le cloud. Et donc des IDE, des plugins IDE, Cloud Container Builder qui va permettre de builder nos propres containers et de les stocker dans un container registré. Donc, c'est des services qui évoluent. Container Registry est devenu maintenant, je pense, j'ai oublié le nom, mais ça va bientôt disparaître. Il y a un nouveau service qui va le remplacer, qui va avoir de nouvelles fonctionnalités et qui va beaucoup plus s'adapter aux nouvelles tendances technologiques. Donc, Google aussi a cet avantage de proposer tout le temps de nouveaux services, d'améliorer ses services, d'y rajouter de nouvelles fonctionnalités et de se rapprocher de plus en plus des besoins des développeurs, des besoins des entreprises, des besoins des projets. Donc, un ensemble d'API aussi pour APG, API Platform pour la partie on peut APIser un ensemble et gérer l'API monétisation aussi pour tout ce qui est quand on veut on a des projets ou bien des applications qui vont facturer Cloud Endpoint aussi pour tout ce qui est gestion des API. Pour la partie stockage aussi, on a stockage et base de données, Cloud Storage pour le stockage des objets et des blobs, Cloud Bigtable pour les grosses volumétries de données non structurées, Cloud Data Store pour des volumétries relativement limité sur du Cloud Data Store en des volumétries de bases de données non structurées, Cloud Memory Store pour les bases de données in memory, Cloud SQL pour les bases de données SQL classiques, donc les bases de données, disons, structurées, Cloud Spanner pour des volumétries beaucoup plus importantes de bases de données structurées toujours, Persistent Disk pour du stockage sur des machines classiques.
Donc, pour la partie IoT, donc, il y a un service, il y a une rubrique spécialement dédiée à la gestion des IoT, donc Cloud IoT Core, qui regroupe aussi un ensemble de services et de fonctionnalités. Donc, tout ce que je viens de présenter, c'est des services et des produits que Google a lui-même mis à disposition, customisés. Mais Google ouvre aussi la possibilité à des clients qui ne veulent pas utiliser ces services, qui sont customisés, optimisés, qui veulent utiliser des produits ou bien des services qui sont déjà existants sur le marché. Google permet aussi, offre la possibilité aux clients de pouvoir utiliser des applications qu'ils connaissent déjà, qui peuvent remplacer les services qu'il met à disposition. Donc, pour tout ce qui est système d'exploitation, le client peut lui-même choisir du Debian 10, Ubuntu, Red Hat, du Windows Server ou bien du SUSE, Linux Enterprise Server. Il peut aussi utiliser des SAS et des API qui sont disponibles. Donc ça va être sous forme d'abonnement pour certains et de projets open source pour d'autres. Donc Databricks, pour ceux qui ont déjà travaillé sur des problématiques de transformation et de traitement de données, Google met à disposition, en collaboration avec Databricks, des services Databricks. Et pour ces cas spécifiques, il y a un abonnement à faire au niveau de Databricks. Donc, il y a d'autres comme MongoDB, Atlas, Apache, Kafka et d'autres services de type de mailing, etc. que Google, en collaboration avec ses éditeurs, mais peut mettre à disposition. Donc, tout ce qui est base de données, MongoDB aussi, Elasticsearch, Redis pour la partie in-memory, InfluDB, CockroachDB, et on a plus de 137. Donc, vous voyez bien que il y a un ensemble de services. Et même si on en vient là pour la partie big data, pour la partie application web et mobile, donc on peut utiliser des blogs ou bien des CMS existants pour déployer son application. Au total, on en a plus de 1000 services, ça dépasse de loin les 1000, je pense, parce que là déjà on a entre Big Data et Analysis, on a presque 1000. Donc, c'est des milliers de services et de possibilités de produits que Google, qu'on peut retrouver dans le cloud de Google pour répondre à presque toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, pour les machines virtuelles, on a environ 1000 et quelques, etc. Donc, c'est un peu une brève présentation des services et des possibilités de produits que Google met à disposition pour répondre à un ensemble de problématiques, que ça soit du développement web mobile, que ça soit de la partie réseau, que ça soit la partie analyse de données, machine learning, AI, data science, DevOps, la partie management and security, identity and access management. Donc, toutes les problématiques ou bien tous les métiers d'informaticiens peuvent se retrouver dans le cloud de Google pour pouvoir aider les entreprises à beaucoup plus se focaliser, simplifier au maximum la partie infrastructure et laisser les ingénieurs ou bien les responsables à se focaliser sur leurs produits et à produire un produit qui répond aux besoins. Dans un second temps, nous allons essayer, dans cette partie, de vous proposer un exemple d'architecture. Bon, ça va être quelque chose qui va beaucoup plus s'approcher de ceux qui vont travailler dans la partie data, naturellement. Donc, je vais vous présenter en grande ligne un exemple d'architecture fonctionnelle qu'on peut retrouver dans un projet data en entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a souvent? On a cette première partie de data sources où l'utilisateur ou bien l'architecture va récupérer des données de plusieurs sources. Donc, ça peut être des données en batch comme ça peut être des données en streaming. Donc, nous avons ce silo de data sources et un ingénieur de données, un data engineer ou bien un data scientist, des fois peut être présenté à ces genres de problématiques. Et donc, il va essayer de pouvoir faire tout ce qui est ingestion des données à partir des données sources, stocker ces données-là, processer ces données
Ensuite, les mettre à disposition dans un environnement data analytics pour que les consommateurs puissent utiliser ces données qui ont été mises à disposition. Et la partie data catalog, data lineage et la partie sécurité et gouvernance va permettre un peu de surveiller toutes ces, de monitorer un peu et de gérer l'accès à ces données-là. Donc, c'est des problématiques classiques que nous retrouvons en data engineering et comment Google peut permettre d'adresser cette problématique-là. Donc, une fois que les données ont été, une fois que les sources ont été déterminées et détectées, Google va mettre à disposition soit du PubSub, Dataflow, des fois Cloud Functions ou Dataproc pour pouvoir ingérer ces données-là, que ça soit du streaming ou du batch. Et une fois que ces données sont ingérées, il y a la partie data catalog et data lineage, un service de data catalog qui est mis à disposition par Google pour pouvoir permettre de suivre ces données-là. Ensuite, dans la partie stockage et gouvernance, Google va proposer du Google Data Storage, qui est un exemple. Nous avons aussi d'autres exemples de bases de données. Si c'est pas de l'analytics, nous avons aussi d'autres exemples de bases de données. De stockage, d'environnement de stockage, et Cloud Storage va faire office un peu de Data Lake, et Dataplex et Cloud IAM pour la partie Security and Governance. Donc, pour la partie processing aussi, on peut se retrouver encore avec du Dataflow ou bien du Dataproc. On peut se retrouver avec Cloud Composer ou bien Cloud Workflow pour la partie orchestration et automatisation. Ensuite, BigQuery aussi peut se retrouver dans la partie dans la partie data serving comme dans la partie processing, parce que c'est un moteur SQL qui peut être adapté pour du processing aussi. Cloud Functions aussi pour la partie orchestration. Ensuite, pour la partie serving des données, donc BigQuery, Data Store, on peut avoir du Bigtable, on peut avoir du PubSub aussi si on veut exposer les données aussi en flux continu. Et pour la partie consommation des données, Looker Studio pour la partie visualisation, Suite Operation pour la partie aussi monitoring, et Cloud Machine Learning ou bien AI pour la partie exploitation des données de façon beaucoup plus avancée. Donc, en overview, c'est un peu comment Google peut permettre de répondre à ces problématiques-là. Je ne veux pas forcément entrer dans les détails, mais chaque service peut se retrouver à plusieurs endroits, mais il y a, selon la problématique du client, qu'on soit sur du temps réel, qu'on ait des problématiques de latence, qu'on veut avoir de la haute disponibilité. Donc, on est disposé à faire des choix technologiques pour répondre à la problématique. Avant juste de terminer, on va parler un peu de Learning Path et certification. Disons que Google va proposer des possibilités de formation, notamment des formations gratuites à travers, une fois que le lien ou la présentation va vous être partagée, vous pourrez accéder à ces formations-là. Donc, c'est des formations sous forme de jeu où on gagne des points pour pouvoir se former. Ensuite, lors des announcements, donc pour des temps limités, des créneaux limités, Google peut débloquer des accès gratuits aux formations pour pouvoir se former très rapidement. Je pense qu'en avril dernier ou en début d'année, ils avaient ouvert pendant un mois l'accès à leur formation et à leur certificat, l'accès à leur formation principalement pour se former sur le cloud Google. Ensuite, lors des événements aussi, le prochain, ça va être du 29 au 31 août, le Cloud Next. Donc, lors de ces formations-là, vous pouvez vous enregistrer et pouvoir suivre gratuitement les formations qui sont dispensées par des instructeurs Google officiels. Donc, qu'est-ce qui sera disponible pour un cloud, pour un expert cloud? Donc, API développeur, citizen développeur, cloud digital leader, cloud engineer, cloud architect, cloud developer, cloud data analyst, machine learning engineer, DevOps engineer, database engineer. Donc, c'est des postes ou bien c'est des formations qui à l'issue de ces formations, vous pourrez travailler avec ces différents postes-là, et chaque type de poste a un cursus qui lui est spécifique pour pouvoir se former davantage sur ça. Il y a aussi les formations sur Coursera, que moi, particulièrement, sur lesquelles j'ai démarré depuis 2017-2018. Il y a un ensemble de choix, de formations pour préparer des certifications, pour
aller un peu plus en profondeur sur la partie infrastructure, sur la partie machine learning, cybersécurité. Donc, chaque formation va adresser un certain rôle spécifique et vous aurez le choix de vous former dessus. Coursera est par défaut payant, mais il y a des méthodes ou bien des moyens pour demander une aide financière et suivre les formations. J'ai pas mal suivi de formations là-bas et ça m'a beaucoup aidé à pouvoir m'insérer parce que le cloud est un milieu assez fermé, disons, parce que l'accès au cloud demande l'accès à l'infrastructure, l'accès à l'interface demande des fonds. Et donc, c'est à travers ces formations-là qu'on peut très rapidement monter en compétences et valoriser un peu les recherches ou bien les compétences qu'on a à avoir. Parce qu'à l'issue de ces formations sur Coursera, on a des certifications délivrées par Coursera et Google. Google aussi délivre des certifications officielles qui sont payantes. Donc, il y a les Foundational Certifications. C'est principalement le Cloud Digital Leader. Ensuite, les certifications associées, Cloud Engineer, et les certifications professionnelles, donc Cloud Architect, Database, Developer, Data Engineering, Cloud DevOps Engineering, etc. Donc, chaque certification, il y a des prérequis qui sont demandés. Ensuite, c'est une certification en ligne où on te pose des questions sur des cas assez pratiques pour pouvoir répondre à un besoin ou bien à une problématique client et essayer de mesurer vos capacités. Ensuite, pour la partie pourquoi Google Cloud Platform, donc Google va permettre de prendre des décisions vraiment optimisées parce que c'est une infrastructure, c'est une plateforme qui a été éprouvée pour répondre à des problématiques en termes de volumétrie, en termes de rapidité. Google aussi permet de collaborer ensemble avec la plupart des clients. Et donc, ça va permettre aussi de collaborer en équipe, en mail, en termes de mail, de chat et de documents, etc. Google aussi permet d'exécuter des applications depuis n'importe où on se trouve et sur n'importe quelle infrastructure et n'importe quelle volumétrie ou ressource qui est demandée. En termes aussi de sécurité, Google met à disposition un ensemble de produits, un ensemble de services qui répondent à des problématiques de sécurité très avancées pour répondre à tout ce qui est attaque DDoS, attaque cyberattaque, etc. En définitive, Google va permettre d'aider les entreprises à accélérer leur transformation digitale en démocratisant et en facilitant l'accès et le déploiement des applications qui sont adaptées à l'état de l'art en termes de ressources, en termes de fonctionnalités et en termes aussi d'infrastructures. Et Google va permettre de builder, de tester et de déployer des applications très rapidement avec une sécurité très large qui est reliable et qui est scalable à l'infini entre guillemets parce que derrière ils ont une infrastructure qui est éprouvée et qui est disponible partout dans le monde. C'est ce qui met un peu terme à cette première phase de présentation sur le cloud de Google. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des contributions pour être fait ou bien pour revenir un peu sur les questions. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que pour le moment, il n'y a pas encore de questions.
Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Il y a une question de l'ensemble de soirée. Je pense, merci pour la présentation. Il y a une question en ce moment dans le chat. Je sais pas si vous la voyez. Oui, vu que le même service peut se retrouver à plusieurs niveaux d'utilisation, comment faire pour choisir le service adéquat? Y a-t-il un map qui permet d'aider dans ce choix-là? Très bonne question. Très bonne question. Dans un premier temps, il y a les best practices de Google. Notamment, vous les verrez quand vous allez suivre les formations et préparer les certifications. Google propose des best practices pour des use cases classiques donnés. C'est-à-dire, il va proposer naturellement du data, la stack PubSub, Dataflow, BigQuery pour l'ingestion de données en flux continu, traitement et stockage des données. Ceci étant dit, il y a les bonnes pratiques et il y a les contraintes aussi chez le client. Il peut y avoir des contraintes financières parce que certains services sont beaucoup plus chers que d'autres. Il y a aussi des contraintes techniques où dans un projet, tu peux être amené à travailler avec des personnes, soit qui n'ont jamais travaillé sur qui n'ont que des compétences Python, mais pas des compétences, comment dirais-je, Dataflow, ou bien qui ont des compétences uniquement Java, etc. Et selon ces problématiques-là aussi, on essaie de combiner ces limites-là pour pouvoir proposer une solution qui répond aux besoins, mais aussi qui peut être fait par rapport aux problématiques. Donc, oui, il y a des bonnes pratiques qui sont recommandées par Google selon des problématiques définies, mais de l'autre côté, il y a les problématiques clients ou bien les limites clients en termes de finances ou bien en termes de ressources qui font que des fois les choix peuvent être guidés aussi par ces contraintes qu'on a. Merci. Je pense qu'il y a une autre question dans le chat. Oui. Donc, il y a M. Soumari qui demande quels sont les prérequis pour se lancer sur GCP. Les prérequis pour se lancer sur GCP. Pas uniquement sur GCP, je dirais les prérequis pour se lancer sur le cloud de façon générale. Il faut d'abord avoir, pour moi, je pense, il faut d'abord avoir une culture informatique assez étoffée. Donc, parce que le cloud, c'est disons, un informaticien full stack, parce que tu dois avoir des connaissances un peu partout. Et ensuite, pour pouvoir avoir des compétences sur ton domaine bien spécifique. Donc, il faut avoir une culture informatique assez large, une base. Et ensuite, essayer un peu de voir d'abord qu'est-ce qui se fait en on-prem, c'est-à-dire de façon classique, qu'est-ce qui se fait dans les entreprises de manière classique, comment ils procèdent. C'est une fois que l'on connaît comment ils procèdent que l'on parvient à un peu mesurer ou bien comprendre la portée du cloud et les avantages du cloud. Donc, c'est un peu difficile de se lancer directement dans le cloud sans pour autant savoir qu'est-ce qui existe actuellement, qu'est-ce qui existait avant le cloud. Maintenant, en termes de formation, comme j'ai dit, il y a un learning path, il y a des formations qui sont disponibles, il y a des certifications qu'on peut préparer. Il y a aussi des cours en ligne qui existent, qui permettent de monter en compétence sur le cloud. On peut y aller from scratch parce que dans les learning paths, ils vont essayer de vous apprendre un peu qu'est-ce qui existait avant le cloud, comment on en est arrivé au cloud, quelles sont les fonctionnalités ou bien quels sont les prérequis. Mais de façon basique, on peut se lancer sur le cloud avec disons, juste ces connaissances basiques en informatique, ou peut-être des fois, peut-être pas. Ok, merci pour la réponse. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser dans le chat. Mais également, j'ai mis le lien du formulaire dans le chat aussi. N'hésitez pas aussi à le remplir, à donner vos feedbacks par rapport à cette session. Donc, c'est très important pour nous dans le cadre de nous améliorer toujours, en fait. Donc, je sais pas si on prend quelques questions, Dame, ou vous switchez directement vers
le workshop? Je pense qu'on peut démarrer peut-être le workshop et en parallèle, s'il y a des questions, on pourra toujours les prendre au fur et à mesure. Exactement. Ok, on peut faire ça alors. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions continuellement dans le chat, je pourrais les relayer et, euh, et de remplir le formulaire aussi, si vous pouvez. En tout cas, très belle présentation et on a hâte de voir ce que le workshop nous réserve. Merci, merci. Allez. On va peut-être pour le workshop, on avait choisi deux exemples, deux exemples de cas qu'on pourrait peut-être faire pour cette workshop. Utiliser par exemple DataPrep pour faire une pipeline de données et la traiter. Donc on a un peu le fil conducteur qui est là. C'est des exemples que vous pourrez faire quand vous allez vous lancer dans les formations de Google. On va utiliser DataPrep qui est un outil ETL visuel pour pouvoir faire du traitement, de la transformation de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des données e-commerce, donc des données de commerce en ligne, qu'on va récupérer depuis une source. Ensuite, nous allons essayer de les charger dans un dataset BigQuery, donc qui est notre data warehouse. Donc, pour parcourir un peu, l'objectif de cette démo, c'est de nous connecter à BigQuery, de récupérer des données depuis une source BigQuery dans DataPrep, d'explorer ces données-là aussi dans DataPrep, faire de l'exploration de données, créer des transformations, avoir une pipeline de données dans DataPrep, ensuite exécuter les pipelines pour avoir la sortie après les transformations dans BigQuery. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On aura des accès qui vont nous être fournis pour pouvoir faire ce lab-là. Je vais juste parcourir avant que je ne démarre. Donc, la première étape, c'est d'ouvrir Google DataPrep. On va créer un dataset BigQuery. On va connecter ce dataset-là à DataPrep. On va explorer ces données-là. On va nettoyer. On va faire de l'enrichissement sur ces données et nous allons exécuter ce truc pour en sortir, avoir les résultats dans une autre dataset. Donc, on a une source, on va faire des transformations et à l'arrivée, on va avoir des données qui sont transformées. Donc, je vais démarrer le lab très rapidement. Donc, le lab va me permettre d'avoir accès à un compte Google qui a déjà les droits et tout. Donc, merci. Et nous allons suivre au fur et à mesure le lab. Donc, la première étape, je vais d'abord vous présenter la console, naturellement, la console, l'interface de Google. Donc, c'est comme ça que se présente la console de Google, où on a la partie, les informations du projet, la partie billing. Comme c'est un lab, il n'y a pas de facturation. Les services, la partie monitoring, et tout ça, ça peut être réorganisé par rapport par rapport aux besoins. Donc, on peut déplacer certains éléments, les mettre côte à côte, déplacer, etc. Ensuite, ici, nous avons le left panel où on a fait du compute engine. Si on veut faire de l'administration pour les droits, BigQuery pour la partie stockage, VPC pour la partie network, Cloud Run pour la partie containerisation et du serverless, SQL pour la partie Cloud SQL, Security pour tout ce qui est gestion de la sécurité, etc. Nous, pour notre cas, ils nous ont demandé d'ouvrir la console Google, ensuite de nous connecter, ainsi de suite. On va passer très rapidement. Une fois qu'on est là, notre projet il est bien là. On va ouvrir Cloud DataPrep. Donc, on va aller sur la navigation menu, dans Analytics, rechercher DataPrep. Donc, je descends ici au niveau de Analytics, stockage, database, intégration service, networking, operation, CI/CD, tools, analytics et chercher
data prep qui est là. Donc, je vais accepter et ouvrir Analytics. Je vais autoriser. Donc, il nous demande de créer un dataset BigQuery. Donc, you need BigQuery as an endpoint for dataset ingestion to pipeline as a destination. Donc, nous allons récupérer des données de plusieurs sources, CSV, Google Cloud Storage et BigQuery, et nous allons les transformer, cleaner. Ensuite, nous allons les stocker dans une base de données, une table dans BigQuery. Donc, il faut que j'aille dans BigQuery et que je crée la table et le dataset où sera stocké les données en finale. Donc, je viens sur BigQuery, je viens sur mon projet et je crée un nouveau dataset. Ils ont demandé de créer un nouveau dataset e-commerce. Donc, ici, c'est data prep et je peux venir sur BigQuery. BigQuery, prenez-le un peu comme du Oracle ou du Hive pour ceux qui ont fait du Big Data. Donc, je viens sur ce projet et je crée un nouveau dataset et je mets e-commerce comme nom dataset. Je peux définir la région. Je peux définir que ce dataset soit régional ou multirégional. Selon le choix, régional, c'est beaucoup moins coûteux, mais quand il y a un souci sur la région que j'aurai à définir, je n'aurai plus accès à mes données. Si je mets du multirégion, je suis sûr que mes données seront répliquées dans plusieurs régions des États-Unis. S'il y a un souci, il y a un incident sur une région spécifique, j'aurai toujours accès à mes données parce que les données sont répliquées. Donc, je crée un dataset qui est là. Et une fois que je crée le dataset, là, je l'ai créé par interface. Je pourrais aussi le créer avec une requête SQL ici. C'est des possibilités. Je pourrais aussi le créer via un appel API. Et ensuite, une fois que le dataset a créé, ils veulent que nous créions une nouvelle table. Et cette table-là, voilà comment elle va s'appeler. Là, c'est une requête SQL, create or replace table. E-commerce, c'est le nom du dataset. Et ça, c'est le nom de la table. Et là, c'est les options de la table, la description. Ensuite, qu'est-ce que va contenir cette table? Cette table va contenir les informations qu'on a prises depuis une autre table. Ça, c'est une table qui est disponible de façon publique, que Google met à disposition de façon publique pour leur démo. Il y a un ensemble de tables qui existent et ça, c'est un des exemples. Et donc, ils veulent que nous créions une table depuis une autre table qui existait, juste prendre les données de 2017-08-01. Donc, pour ceux qui sont un peu familiers au SQL, donc nous allons créer une table dans ce dataset-là et nous allons une table qui va contenir les données d'une journée. Donc, la table est créée, elle est là et je peux voir la table, les données qui sont dans cette table-là, les colonnes, etc., etc. Ensuite, une fois que j'ai exécuté, j'ai ma table qui est créée et mon dataset qui est là. Si je peux voir la progression de mon truc pour exactement me dire si les tables sont bien créées ou pas. Des fois, il y a un décalage pour le remplissage de ce script-là. Je peux y revenir de temps en temps pour le relancer. Mais moi, j'ai créé cette table-là et ce dataset-là. Ensuite, je dois connecter le BigQuery au dataset. Donc, je vais sur Data Prep et je crée un flow. Rename. Donc, voici le nom. Donc, je viens ici. Je laisse par défaut. Et une fois que je suis sur Data Prep, je crée un nouveau flow. Le nom, je mets e-commerce analytics pipeline. Pour la description, comme c'est demandé. Et je crée un flow. Ensuite, dans
connect your data au niveau des sources, je vais connecter et je vais sélectionner import dataset. Ici, je sélectionne la source de données, import dataset, et je vais me mettre sur BigQuery pour sélectionner le dataset que je viens de créer. Et ensuite, je sélectionne la table. Il est en train de charger. Ensuite, je charge la table, comme c'est demandé. Donc, j'ai une nouvelle tâche qui existe, qui fait de l'ingestion de données depuis un BigQuery, comme ça. Donc, je peux explorer la donnée directement au niveau de cette interface, au niveau du receipt icon, edit receipt. Donc, je viens là. Pour faire de l'exploration de données. Ça prend un peu de temps pour charger la table qui a été créée. Donc là, on peut visualiser la table, les différentes colonnes, avoir des statistiques par défaut sur la table. Donc, la distribution de la table, les valeurs qu'on a, des statistiques de base, et on peut soi-même calculer d'autres statistiques. Et de base, Google va connaître si c'est des données catégorielles ou bien des données continues pour pouvoir regrouper les valeurs selon des trucs qui sont compréhensibles. Donc ici, on a les infos sur les catégories, comme je disais tantôt. Donc ici, c'est que c'est des catégories. Donc on a referral, organic search, etc. Donc on a des infos basiques sur les différentes catégories, le nombre de colonnes, etc. How many rows does the sample contain? Donc il va contenir 32 783 rows. Pour nous, c'est pas le même résultat. Ensuite, what is the most common value in the channel grouping column? Donc, je regarde channel grouping column et la valeur la plus présente, ça va être du referral. What is the top 3 countries from which sessions are organized? Donc, je vais dans country. C'est United d'abord, ensuite India, ensuite United Kingdom. Donc, nous allons passer très rapidement. Bon, c'est des statistiques qu'on peut avoir directement avec l'outil. Si j'avance sur les différentes options, donc au niveau du product SKU, ils disent qu'on a une barre rouge parce que il y a des valeurs qui sont absentes au niveau des mismatch values. Donc, des valeurs qui ne parviennent pas à matcher. Parce que il va automatiquement détecter que c'est un string ou bien c'est quel type. Et s'il parvient à avoir certaines valeurs qui sont des outbound ou bien qui sont pas forcément en accord avec le type qui a été défini, il va pouvoir le détecter automatiquement et nous dire est-ce qu'il y a des éléments qui sont pas corrects ou pas. Donc, dans
transaction ID. Donc, on peut aller sur une colonne spécifique et voir, par exemple, le nombre de unique values, le nombre de null values, des patterns pour pouvoir détecter le contenu. Est-ce qu'on peut supprimer la colonne ou pas? Est-ce qu'on veut créer une nouvelle colonne à partir de celle-ci, etc. On peut aussi faire de la conversion pour convertir en lowercase, uppercase. C'est des fonctionnalités qu'on peut avoir directement pour passer à cette étape-là. Là, on va passer à la task 5. Une fois l'exploration faite, je passe très rapidement pour qu'on essaie de gagner du temps et pouvoir faire le deuxième lab. Une fois qu'on a gagné du temps, on va essayer de faire du cleaning sur la donnée. Donc, là, par exemple, on va convertir le product SKU, le type de product SKU. On va le mettre en string. Open the menu to the right, clicking, then click change type, string. Je viens sur du product SKU, change type, et là, on n'a plus les mismatchs. Verify the first step in your data pipeline was created by clicking in receipt icon. Okay. Hop, je l'ai déjà fait. Non, je le supprime. Je vais juste voir quelque chose. Est-ce que hop. C'est bon, le truc est là. Ensuite, delete unused column. Donc, on va essayer de supprimer les colonnes qu'on ne va pas utiliser. Donc, on va supprimer item quantity et item revenue parce que c'est des valeurs qui sont tout le temps nulles. Donc, je viens à ces colonnes et je sélectionne l'option delete. Item quantity, je cherche delete. Ensuite, item revenues. Je cherche delete. Et les étapes sont là. Donc, une fois que j'ai supprimé, je vais dédupliquer les lignes. Donc, la déduplication, c'est aussi une fonctionnalité très importante que nous retrouvons tout le temps en tant que data engineer parce que nous ne sommes jamais sûrs et souvent, quand on est dans un cadre d'un data warehouse ou bien d'une data platform, la plupart des données peuvent nous venir en doublon et il va falloir adresser cette problématique de duplicité des lignes. Donc, on va aller sur Click Filter Row de toolbar Remove Duplicates. Donc, on va supprimer les doublons exacts. Donc, Filter Rows, Remove Duplicate Rows. Et ensuite, on l'ajoute comme une étape. Et donc, la quatrième étape, ça va être la suppression de la row.
Ensuite, on va filtrer les sessions qui n'ont pas de revenus. Donc, on va aller sur Total Transaction et click the gray missing column or will be the missing value for the highlighted in red. Il est au total. Ouais. Une section delete rows, click add. Donc, je supprime. Et il va supprimer ces lignes qui sont absentes. Ensuite, on va filtrer les sessions for page view. The dataset contains sessions of different pages. For example, page or events. To avoid double counting session page view, add a filter to only include page view related. Donc, je fais la même opération. Je veux juste aller à la ligne session. Je vais aller dans la colonne type et je supprime. Non. Qu'est-ce qu'ils disent? Je keep rows. Donc, je sélectionne sur page. Keep rows. Donc, je garde juste les lignes avec page. Ensuite, je vais enrichir les données. Visit ID, c'est un identifiant. Donc, je peux calculer ou bien je peux retrouver d'autres informations qui sont stockées. Donc, le Visit ID, c'est la colonne unique. Et donc, nous voulons créer un identifier. Visit ID n'est pas unique pour tous les utilisateurs. Nous voulons créer un identifiant unique. Donc, on va créer une nouvelle colonne for a unique session ID. Donc, nous allons récupérer le full visitor ID et le visit ID pour avoir une colonne unique pour chaque visite. Et on va mettre comme séparateur un tiret. Et la nouvelle colonne va s'appeler session ID. Donc, visit ID est là et full visitor ID. Full visitor ID est là. Donc, je vais chercher l'option merge column. Extract, merge column est là. Select column. Full visitor ID et visit ID. Séparateur, je mets un tiret, le nom de la colonne et il a rajouté comme une étape. Donc, il va créer une nouvelle colonne qui va contenir la clé unique. Et ensuite, on va rajouter une nouvelle étape, e-commerce action type. Donc, c'est des intégres de map actuelle, e-commerce action. Par exemple, 3, c'est un add to cart et 5, c'est un checkout. Et donc, si le client, il peut ne pas voir cette information, que 3 correspond à add to cart et 5, et nous allons créer une option pour pouvoir faire ça. Donc, il y a l'option qui existe, conditions, et on va créer une condition. Nous allons aller à la colonne. Nous allons créer cette nouvelle étape en cliquant sur cette fonctionnalité condition. Donc, on est là, condition. Comme ça, je le cherche. Condition. Case on single column. Case on single column et je sélectionne la colonne e-commerce action type. E-commerce action type. Ensuite, next case, click add 8 times
for a total of 9 cases. Donc, je sélectionne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, pour 0, new value. Pour 0, je mets un noun. Pour 1, pour 2, c'est une transformation en fait. On va essayer de faire une transformation sur les données parce que c'est des données catégorielles. Donc, pour 3, je mets add products to cart. Pour 4, je mets cette valeur. Pour 5, checkout. Six, complete purchase. 7, huit. Donc, comme c'est demandé, pour la nouvelle colonne, il va s'appeler e-commerce action label. Et je clique sur add. Et l'étape 8 est créée. Donc, on va ajuster la valeur de la transactional ID. Calculer. Total transactional ID. Calculate. Custom formula. Calculate. Custom formula. C'est une valeur qu'on va essayer d'avoir au bon format. Parce que ça peut être des millions, etc. On va on va le formater et le diviser par 1 million pour avoir le nombre en millions, certainement. Donc, j'ajoute cette étape. Click add. You might see a red bar in the change decimal. Donc, je viens là. Je vais le mettre en décimal. Donc, on a combien d'étapes? On doit avoir 9 étapes là. Je viens sur 9 étapes plus la dernière étape qu'on vient de rajouter. You can now click run. Ensuite, je clique sur run pour exécuter les différentes étapes. Là, c'était juste sur l'exemple de test. Maintenant, je dois l'exécuter sur cette étape-là. In the run job page, select data flow predicator if you are running environment. Ouais. Ensuite, under publish action, click edit on the right, create CSV. Donc, en sortie, je veux qu'il écrive sur du BigQuery.
sur du dataset et BigQuery et je dois créer une nouvelle table qui va contenir les données qui ont été nettoyées et enrichies. Create a new table. Et ensuite, drop the table et blanche. À chaque fois qu'il va être exécuté, il va supprimer la table et la recréer. C'est ce qui est demandé. Ensuite, update et run. Donc, toutes les transformations qu'on a eu à apporter vont être exécutées via un job. Et donc, ça, c'est un job data prep qui va faire toute la transformation. Et on a fait toutes les actions de façon graphique pour essayer de faire ces opérations-là. Et voici notre job qui est là, normalement, qui est en train de s'exécuter. Et si je retourne sur BigQuery, pour l'instant, on a juste une seule table, mais après, il va créer l'autre table, mais qui a été nettoyée et sur laquelle il a appliqué toutes les transformations qu'on lui a demandées. Click check my program, verify the cloud of the job output of the table. Donc, j'actualise ma table pour voir si il a bien créé. Donc, notre table qu'il a créée est là, avec les transformations qu'on a demandées. On peut visualiser les nouvelles colonnes qu'il a créées. Donc, total revenu 1 en décimale, unique session ID qui est là. E-commerce label aussi, pour faire la correspondance entre le type et le label qui est là. Donc, normalement, si je viens pour checker, il va valider pour dire que le test a été bien réussi et là, on est à 100%. Donc ça, c'était la première, le premier exemple de démo qu'on peut faire pour faire de l'ETL directement. Parce que je vous ai présenté en guise d'architecture un ETL extract de données, transformation et mise à disposition des données. Là, on a nos données qui nous viennent spécifiquement de BigQuery, mais on pouvait avoir des données ici dans les sources. On peut bien avoir des données qui nous proviennent d'autres sources. Dans les sources, ici, parce qu'on a BigQuery, les données peuvent être d'autres sources. À dataset, on peut avoir des données de Google Sheet, des données et d'autres sources aussi comme du Oracle ou etc. parce que ils ont des connecteurs qui permettent de récupérer des sources, des données d'autres bases de données ou bien d'autres infrastructures. Une fois qu'on a fini, nous allons mettre fin au lab et terminer. Il y a aussi un autre lab pour faire de la prédiction directement avec BigQuery, de la prédiction d'achat des utilisateurs en faisant un modèle de classification.
parce que BigQuery aussi a ce qu'on appelle BigQuery ML, qui est une fonctionnalité qui permet de faire de la prédiction machine learning directement avec du SQL. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des données qui se trouvent dans une table. On va pouvoir les séparer en données d'entraînement et données de test pour pouvoir créer nos tables d'environnement et nos tables d'entraînement et de test. Ensuite, on va pouvoir faire de la prédiction pour voir est-ce que ils permettent quelles sont les métriques, c'est-à-dire l'AUC ou bien l'accuracy, etc., pour pouvoir faire ce genre de problématique. Si c'est toujours OK, on peut faire ce petit test-là très rapidement, cette petite démo. C'est bon pour vous. OK. Je lance la démo. Et on retourne au tout début. Hop. Je copie le password. Hop. Celui-là. J'ouvre la console. Comme j'ai dit tantôt, en fait, cette plateforme pour faire des formations, elle s'appelle Quick Labs, elle est payante. Mais si on suit par exemple les cours de Google, si on est abonné ou bien on a accès aux cours sur Coursera, on va avoir des accès gratuits pour faire ces différents labs-là. Et ce sont ces labs-là qui vont vous permettre, avec le tutoriel, de pouvoir vous familiariser avec l'interface de Google et avec les problématiques qu'il permet de répondre. Donc ici, les objectifs, c'est d'utiliser un dataset public. Un dataset, c'est une base de données avec plusieurs tables. Ça permet aussi de faire des requêtes SQL sur des données e-commerce, de créer des données d'entraînement et des données de test qui vont être utilisées pour de la production batch. Ensuite, créer un modèle de classification. Pour ceux qui font du machine learning, ils savent un peu c'est quoi la logistique régression. Donc, avec BigQuery, on peut créer un modèle de logistique régression et on peut aussi évaluer ce modèle pour voir est-ce que l'accuracy est bon ou pas. Ensuite, on peut prédire des informations sur des nouvelles données qu'on a. Ça va être les données de validation ou bien les données qu'on a nouveau. Donc, j'ai démarré le lab, je vais sur BigQuery et je vais créer, envoyer une requête. Qu'est-ce que va faire cette requête? Elle va faire récupérer des données sur des visiteurs dans une table Web Analytics depuis le projet disponible. Ensuite, ceux qui ont acheté, et il va créer ce qu'on appelle une nouvelle table. Il va il va requêter pour voir quels sont les visiteurs qui ont acheté et quel est le pourcentage d'achat, je pense. Donc, il va compter le nombre de visiteurs au total et il va aussi compter le nombre d'acheteurs. Et s'il fait la division, on peut voir quel est le pourcentage de conversion. BigQuery donne. Donc, cette première partie-là va faire un count distinct. Il va compter le nombre de visiteurs distincts et il va ici compter le nombre d'acheteurs distincts et dont la transaction est différente de nulle. C'est-à-dire, des fois, on peut avoir une transaction qui est nulle. Donc, c'est une ligne qui existe, mais en réalité, il n'a pas acheté. Donc, il va compter le nombre de visiteurs distincts et le nombre d'acheteurs distincts et il va calculer un peu quel est le pourcentage de conversion. Donc, le nombre de visiteurs, c'est 741 000. Le nombre d'acheteurs, c'est 220 015. Et donc, le pourcentage de conversion, ça va être 0,03 environ %. Donc, 2,69%. Ensuite, qu'est-ce que va faire cette requête? On va calculer les produits, la catégorie, le nombre de produits et combien ça a rapporté. C'est un peu pour calculer pour chaque produit. Ensuite, on va faire un order by. Donc, c'est pour calculer
disons, quels sont les 5 premiers produits les plus vendus. Donc, je viens là. Et vous voyez un peu la rapidité d'exécution. C'est des trucs qui s'exécutent en quelques secondes. On peut voir les informations sur, donc, il a 1,2 giga et il l'a fait en 1 seconde, disons. Et là, on a les produits, la catégorie de ces produits, le nombre de produits vendus et combien ça a rapporté. Ensuite, combien de visiteurs ont acheté avec, au bout de au bout de combien de temps, au bout de combien de visites ils ont acheté. En fait, c'est les requêtes qu'on est en train de faire, c'est un peu de l'exploration de données qu'on a l'habitude de faire dans un cadre d'exploration de données pour des problématiques machine learning. Donc là, on a le nombre d'achats, le nombre de ventes, le taux de conversion, etc. On essaie de voir quelles sont des informations qui peuvent être significatives. C'est un peu ce que font les data scientists ou bien les machine learning engineers pour avoir une idée des données et quel est le contenu des données. Donc, sur tous les visiteurs, presque le nombre de visiteurs, 729 848 lignes, 0 ont acheté en retournant et il y a 11 000 qui ont acheté à leur retour. Donc, en analysant les résultats, on peut voir que le nombre de personnes qui achètent au retour par rapport au nombre qui n'achètent pas, c'est égal à environ 1,6%. Donc, ça veut dire qu'il y a un ensemble de visiteurs qui achètent lors de leur première visite et qui reviennent pour acheter. What are some of the reasons a typical e-commerce will browse but not buy until late visit? Choose. Donc, il demande quelles pourraient être les raisons pour lesquelles un client peut rechercher mais ne pas acheter lors de la première visite mais à la seconde visite. Donc, des réponses possibles. Le client veut comparer avec d'autres boutiques avant de faire la décision d'achat. Le client attend que le produit soit en promotion. Le client est en train de faire des recherches supplémentaires. Donc, éventuellement, toutes ces réponses-là peuvent être des réponses plausibles parce que quelqu'un, lors de la première visite, on ne sait pas quel est le prix de vente dans une autre boutique. Est-ce que on pourrait pas attendre les jours de promotion pour pouvoir racheter ou bien on fait des recherches supplémentaires pour s'assurer que c'est exactement ce produit dont on a besoin. Donc c'est une attitude assez classique dans le luxe où les gens n'achètent pas à la première visite, mais à la seconde visite ils viennent pour acheter. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a fait de l'exploration de données, on va essayer un peu de sélectionner les colonnes et les informations qui vont être significatives pour entraîner notre modèle. Donc, l'équipe a décidé de tester si ces champs-là sont des inputs qui sont bien ou pas. Total point bounce et total point time on site. Donc, est-ce que le visiteur a quitté le site immédiatement? Est-ce que quelle est la durée en termes de temps que le visiteur a fait sur la plateforme? Donc, quels sont les risques d'utiliser uniquement ces deux champs-là? Whether user bounce is highly correlated with the time on site. Oui. Using only time to ignoring potential useful. Donc, les réponses, c'est que naturellement, le temps que la personne fait sur le site est relativement corrélé au bounce, c'est-à-dire qu'il quitte directement. S'il quitte directement, c'est que le time on site est relativement faible. Donc, c'est deux colonnes qui sont corrélées. Et en machine learning, on essaie d'avoir des features qui sont réellement corrélées, mais aussi
parce que l'utilisateur, si on veut uniquement regarder le temps qu'il fait sur le site, on rate certaines autres informations qui pourraient être assez explicites ou bien assez importantes pour faire le test. Donc ici, on va faire une requête qui va faire certains calculs pour rajouter de nouveaux champs pour rajouter de nouveaux champs à notre dataset. Donc je crée une nouvelle et je sélectionne les 10 par rapport au bounce, les 10 meilleurs résultats. Donc, quels sont les champs qui sont des features? What is the label? Donc, ici, le label, c'est will buy on return parce que c'est ce qu'on veut prédire. Est-ce que la personne va acheter à son retour? Oui ou non? Et bounces and time on site vont être les features. Donc, bounces, the label is the feature are bounces and will buy. Donc, c'est bounces and time on site qui sont les features et le label, c'est will buy on site. Which fields are known after visitor first session? Quels sont les champs qui sont connus? Donc, les champs qui sont connus à sa première visite, c'est le time on site, c'est le visit ID et éventuellement le bounces. Which field isn't known until later in the feature after their first session? Naturellement, c'est est-ce qu'il va acheter ou pas lors de ses prochaines visites. Donc, on va créer un dataset. On va encore faire la même opération, créer un dataset e-commerce dans notre projet. Et ensuite, sélectionner BigQuery ML type. Donc, nous, on va faire de la classification, logistique, régression. Ensuite, on va créer le modèle. Vous voyez, par exemple, tout le code qu'on fait en Python pour créer un modèle de machine learning de classification. BigQuery nous permet de le faire en SQL. Donc, on va faire, il y a cette partie-là, create or replace model, e-commerce.classification model. Ensuite, nous allons donner les options du modèle, le modèle type et le label. Quelle est la colonne qui va consister au label? Ensuite, nous allons requêter les données. Donc, on va récupérer juste le visitor ID, le bounce et le time on site pour calculer, ensuite entraîner. Donc, c'est ici qu'on va sélectionner les valeurs will bind on site ou pas. On va créer le modèle avec les données d'entraînement. Et une fois que c'est fait, on va avoir les catégories 0, 1 ou 0. Il va essayer de créer le modèle. Et ici, on peut suivre le temps de calcul. Et on peut aussi suivre l'execution graph pour voir comment il l'exécute. Les détails de l'exécution aussi. Ensuite, les informations sur le job. Donc ici, on va entraîner le modèle sur 9 mois. 9 mois de données. 9 mois de données déjà existantes. On va essayer d'entraîner ce modèle-là. Donc, il va créer ce modèle-là, classification model. Si on va sur le modèle, on peut voir des informations sur ce modèle-là. On attend qu'il termine de créer le modèle. Juste un petit rappel, Dame. Oui. Il nous reste 10 minutes avant la fin de la session. Effectivement, oui, c'est bientôt terminé. Je pense qu'on pourra le terminer. D'accord. Juste avant. Merci.
Là, c'est l'entraînement du modèle sur 9 mois de données. C'est pourquoi ça prend un peu de temps. C'est en train aussi de fitter le modèle pour l'entraîner sur l'ensemble de ces données et optimiser euh, les, euh, les métriques. C'est pourquoi ça prend un peu de temps. Donc, il est au niveau de l'entraînement du modèle. On pourra après évaluer le modèle. Donc, task 6, improve the model, predict pour des nouvelles visiteurs. OK. Donc, on va aller sur le modèle et ici, on peut voir les informations du modèle. Comment il a été entraîné, L1 régularisation, L2 régularisation, early stop, etc. Training, le graphe de l'os, comment il a entraîné le modèle, les durées, le learning rate aussi. Quand on va aller sur la table, ensuite l'évaluation du modèle, précision, recall, accuracy, etc., F1 score, log loss. Donc, c'est des infos qui permettent d'évaluer un modèle. Donc, c'est ce qui fait comparison rock curve, c'est celui-là. Donc, plus le rock curve s'approche de 1, plus le modèle est bon, selon les critères qu'on a définis. Ensuite, on peut avoir le ML point évalué pour récupérer les informations. On peut évaluer le modèle. Hop. Donc, si c'est supérieur à 0,9, c'est bon. Donc là, le modèle n'est pas bon parce que le ROC n'est pas optimal. Donc, on va essayer d'optimiser ce modèle-là. On va créer un nouveau modèle, classification modèle 2. Au lieu de prendre juste 2 colonnes, on va rajouter d'autres informations, le nombre de pages qui sont vues, les sources, medium, channel group, pour essayer de voir est-ce que d'autres informations supplémentaires peuvent permettre d'optimiser le modèle. Très rapidement, ici, on avait un ROC curve qui était égal à 0,7. On va essayer de réentraîner le modèle avec d'autres informations supplémentaires pour essayer de le voir. Et ensuite, on verra qu'on aura un ROC curve qui est égal à 0,9. Ça veut dire que les informations complémentaires qu'on a rajoutées au modèle ont permis d'enrichir et de rendre notre modèle meilleur. Et une fois qu'on a entraîné un modèle, on peut aller sélectionner certaines informations sur des clients pour lesquels on ne sait pas encore s'ils vont acheter ou pas, et on peut prédire cette information d'achat sur ces clients-là. On va attendre que le modèle termine. Ici, on a le premier modèle. Comme je disais, on peut toujours voir les infos. Là, c'est la matrice de confusion. Ensuite, les informations sur le ROC 0,76, l'accuracy. Et tout ça, c'est des métriques qui sont utilisées par les data scientists. Et selon le use case, certaines métriques peuvent être meilleures que d'autres. On peut avoir des exemples de use case où la F1 score, il est mieux d'utiliser la F1 score que d'utiliser le log loss. D'autres, le recall n'est pas du tout significatif parce qu'il n'a aucune importance. Parce que selon le résultat qu'on veut mettre en avant, par exemple, si on veut vérifier des exemples de cancer, de maladies, etc., on ne veut pas avoir tout ce qui est faux négatif ou bien vrai positif. Faux positif ou bien vrai négatif. Donc, il faut prendre en compte ces éléments-là pour essayer de voir quel est le meilleur métrique qu'on va utiliser pour notre modèle. Donc là, le modèle va s'entraîner et va terminer très rapidement. Disons. OK. Si on revient sur le modèle, évaluation, on peut bien voir que la ROC AUC a beaucoup progressé de 0,7 à 0,9. Et on peut prédire pour des clients qui n'ont pas encore acheté, on peut essayer de voir est-ce que c'est des clients qui peuvent acheter ou pas. Et là, on va faire du requête SQL et utiliser ML.product modèle. On met le modèle
deux qu'on a créés et ensuite, on lui donne les données en entrée. With all visitors stay, donc c'est des visiteurs qui n'ont pas encore acheté ou bien pour lesquels on ne connaît pas encore les valeurs. Donc ici, on va aller, on avait entraîné à des dates antérieures et ici, on va tester sur des dates ultérieures pour voir est-ce que il a prédit ou pas, quelle est la probabilité de prédiction et ensuite, est-ce que cette personne a acheté ou pas. On peut vérifier pour voir est-ce que cette personne a acheté ou pas et valider exactement si l'entraînement a été bon ou pas. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de proposer un autre modèle. Au lieu de prendre de la régression, il va prendre de la classification XGBoost, qui est un modèle passe-partout et qui est très utilisé pour la résolution de la plupart des problèmes de data science. Et il va utiliser ce modèle-là, il va entraîner, avoir un AUC beaucoup meilleur et une production bien meilleure. C'était un peu tous les deux labels que j'avais voulu vous présenter pour une mise en situation réelle, ETL, extraction de données, transformation de données, nettoyage et stockage des données dans un BigQuery. Ensuite, utiliser BigQuery pour faire du machine learning classique. Ça peut être des exemples assez fun, introductifs pour voir un peu la puissance et les fonctionnalités que peut offrir Google Cloud pour répondre à des problématiques ou bien à des tests. Ok. Donc, Tidjani a mis dans le chat un formulaire pour essayer un peu d'avoir vos feedbacks sur la session et je serai disposé, pas de souci. Il y avait quelques questions, je pense. Il y a une question. Merci d'abord pour la présentation. Oui. Il y a une question de M. Abdoulaye qui demande quelle est la comparaison que vous faites entre BigQuery ML et Vertex AI. Donc, quel outil recommanderez-vous parmi les deux? Ok. Effectivement, pour un data scientist, il sait que BigQuery ML, c'est pour de l'exploration, pour faire du test. C'est-à-dire, avant d'utiliser une infrastructure qui est déjà mise en place, etc., automatisée, on peut utiliser BigQuery ML pour préparer ou bien tester certains modèles qu'on veut voir et quel pourrait être le résultat. C'est juste du POC, disons BigQuery ML, mais Vertex AI est l'infra et le service qui est recommandé pour des projets réels dans ML ou AI. BigQuery ML, c'est juste pour du POC, disons. Ok, merci pour la réponse. J'espère que ça répond à la question de Monsieur Cham. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou sur la section Q&A. En tout cas, un grand merci à vous, Damdiaye et Omar Fall, pour la préparation de ce workshop et également pour la présentation des services de Google. C'était magnifique comme workshop, vraiment. Et il y a une autre question. Oui. Quelles sont les principales caractéristiques et fonctionnalités de GCP qui peuvent aider les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs données? Alors, pour cette question, je l'adore parce que ça parle de données et Google, en tout cas, ils sont très réputés pour la robustesse de leur infrastructure pour faire du traitement et de l'analyse de données. Donc, comme je disais, Google est éprouvé en termes de données parce qu'une entreprise comme Google, vous n'imaginez pas quelle est la quantité de données qu'il doit processer pour répondre très rapidement quand tu fais une recherche sur Google, quand tu fais la volumétrie de données que eux ils doivent traiter et c'est cette robustesse et cette richesse d'infrastructure que Google met à disposition à tous les clients. Donc demain, on peut très rapidement monter un projet, une startup et avoir accès à la même infrastructure, aux mêmes ressources que Google a. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça que Google met à disposition à tous ses clients. Et derrière, il met tous les services et toute l'infrastructure, toute l'organisation pour pouvoir interagir et traiter ces données. Donc, depuis l'acquisition des données, donc on peut récupérer des données de n'importe où parce que le réseau de Google est partout.
toutes les sources peuvent être récupérées avec Google. On peut faire du traitement en temps réel, en semi-réel, du batch. On peut faire de la visualisation de données. On peut stocker des volumétries énormes de données. On peut traiter des volumétries énormes de données. Google met à disposition aussi des services de machine learning, AI, à la pointe de la technologie. Les dernières, là, comme je disais tantôt, ils ont mis à disposition un service qui fait exactement ce que fait ChatGPT. Et donc, Google met à disposition tout pour vraiment traiter de la donnée. La donnée, pour moi, qui est fait plus de 5 ans sur Google, le principal point fort de Google est ce qui l'avantage par rapport aux autres cloud providers, c'est sa robustesse et sa capacité à proposer des solutions, des services qui répondent exactement aux besoins des clients. Maintenant, tous les cloud providers essaient de proposer après la même chose en termes de services, etc. Mais Google est sur du open source et sur de la robustesse et sur de l'innovation, ce qui fait de lui un des pionniers dans cette partie-là. Ok, exactement. Et merci pour la réponse. Je pense que Sudosu est très satisfait de la réponse. Alors, merci à vous, Dame et Omar. Donc, encore une fois, pour cette présentation. Donc, ce sera la dernière question. Parce qu'on doit commencer la keynote de clôture dans 4 minutes. Donc, voilà. Un grand merci à toute l'audience aussi d'avoir participé à cette session et aux speakers également. Donc, on se donne rendez-vous à la session qui suit, qui sera la keynote de clôture, où on va faire une synthèse de la journée et également annoncer les résultats des vainqueurs du MegaQ de ce matin. Allez, merci beaucoup et on se donne rendez-vous à la prochaine session. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir et on se dit à la prochaine. Allez, merci. À la prochaine, merci.